Bonjour, ici Guillemette pour le centre de coaching thérapeutique Amaoriri. Je vous propose un accompagnement à la naissance de vos projets, qu'il s'agisse de maternité biologique, de projets professionnels ou de vous révéler à vous-même tout simplement. Pour ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Il y a la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie, les mémoires cellulaires et autres thérapies, bref. Quel que soit votre projet, il sera systématiquement question d'oser se réaliser et par conséquent de tourner le dos au passé. En tout cas, d'accepter de ne plus en être paralysé pour aller de l'avant. Oser le changement, c'est faire preuve d'autonomie, ce qui signifie qu'il y a forcément des deuils à faire à chaque étape. C'est pour réfléchir autour de cette question-là, à laquelle toutes mes clientes font face dans le cadre de leur développement personnel ou de projets pro, que j'ai convié Delphine de Courville, kinésiologue et directrice de l'école de kinésiologie Corévie Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bon, je l'ai au complet, Corévie Auvergne-Rhône-Alpes, qui propose un module sur le sujet. Bonjour Delphine, est-ce que tu es d'accord pour que nous passions au tutoiement pour fluidifier notre échange? Oui, bien sûr. Bonjour Guillemette. Bonjour à tous. Est-ce que j'ai été exacte dans la manière dont je t'ai présenté ou est-ce que j'ai omis des éléments que tu voudrais Non, non, rappeler? c'est tout à fait juste. Un petit détail cependant, c'est Vas-y. que le contenu que nous proposons voilà, chez Corevi, c'est un contenu qu'on partage entre toutes les écoles. Donc le module sur l'accompagnement et le changement, voilà, changement, accompagnement autour du deuil, se fait dans les 6 écoles Corevi. D'accord. Donc, 3 écoles en Auvergne-Rhône-Alpes, une en Île-de-France, une à Biarritz et une à Dijon. Et ces 3 dernières sont dirigées par Emmanuel Herman. Et donc ce Voilà. module, il est commun à ces 6 écoles, mais pas à Non, la totalité des écoles qui proposent des non, formations en kinésiologie. Il du vous tout. est Non, non. spécifique à Corévie. Exactement, exactement. On a développé des cours spécialisation justement autour de l'activité en cabinet. Voilà, on a la formation de kinésiologie classique qui, sur le plan technique, voilà, ressemble à ce qu'on peut retrouver dans d'autres écoles. Néanmoins, on a une pédagogie bien particulière, un accompagnement particulier, etc. On a aussi des cours complémentaires que les kinésiologues peuvent venir faire aussi en formation continue et des cours spécialisation qui sont vraiment autour de l'activité cabinet. Donc, comme celui-ci, hein, le changement et le deuil, mais aussi les relations parents-enfants, les émotions et le poids, les réactions allergiques, etc. Autant de cours qui sont vraiment en lien avec les demandes de nos clients. Voilà, qu'on peut faire aussi, nos élèves les font en cours de formation ou après coup, de manière à ce que Corévie soit un lieu où on continue de venir, même après la formation. Parce qu'aujourd'hui, une fois kinésiologue, on n'a pas d'autre option que d'ajouter de la technique supplémentaire. Donc voilà, on se retrouve avec beaucoup de techniques à notre arc et en même temps, c'est dommage, on aura finalement peu développé tous les sujets de société qui concernent nos clients et avec lesquels voilà, ils sont bien embêtés, bien ennuyeux et parfois coincés dans leur vie. Donc on a préféré se concentrer autour du contenu qu'on adapte à la kinésiologie plutôt que d'ajouter des techniques pour ajouter des techniques. Bah, c'est tout à fait ça qui m'a amené vers toi, parce que la manière dont vous avez décrit ce module sur le deuil, l'accompagnement au changement m'a vraiment botté. Donc, je vais lire les quelques phrases que vous Ouais. avez inscrites en intro. On va pouvoir partir de ça. Vous écrivez, dans ce module en accélération continue, nous sommes amenés à nous adapter sans cesse à de nouvelles situations, que nous soyons prêts ou non. Notre psychisme a parfois du mal à digérer ces changements, à les accepter. Notre corps peine alors à laisser passer l'énergie sans restriction. Il devient alors nécessaire de dire au revoir à ce qui n'est plus pour bien vivre la suite. Il est temps de faire le deuil, grand oublié de nos sociétés modernes. Et cette question du deuil, quand on parle de deuil, c'est tellement connoté mort qu'en fait, on est très relié aux peurs fondamentales, non?
Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a associé la terminologie de changement, parce qu'effectivement, le deuil, on y associe décès, mort, etc., Mm. ce qui rendait peut-être la thématique un petit peu anxiogène, alors qu'en réalité, le deuil, euh, ça n'est que accepter, dépasser le changement, quel qu'il soit. Ça peut être faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un endroit où on vit, etc., etc. Mais il est vrai que c'est très, très connoté décès, Mm. alors qu'en réalité, pas. Et en même temps, ça fait partie aussi des deuils à faire, hein, une Comment tu séparation. définirais le deuil? C'est quoi ta définition du deuil? Je Pour la dirais que, distinguer de changement. ouais, alors, savoir dire au revoir à un état Mm. particulier pour pouvoir dire bonjour à ce que la vie nous présente euh, dans l'instant. Et la définition de changement, alors, tu dirais quoi? C'est pareil, non? C'est peut-être pas forcément dire au revoir à une situation de manière définitive, mais ça veut davantage dire s'adapter. Mm. S'adapter, ne pas rester figé, activer ses ressources pour pouvoir surfer sur la vie Mm. euh, et saisir les opportunités quand elles sont là. Donc voilà, deuil, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus définitif et changement, peut-être davantage une adaptation, même si évidemment on a besoin aussi de s'adapter face à, Mais face à un... dans ta définition du deuil, on sent il y a quelque chose de volontaire. C'est de l'ordre de la décision de passer d'un état à un autre, de dire au revoir à un état pour aller vers un autre. Or, dans le processus de deuil, si je m'en réfère à une blessure sur la main, par exemple, le corps de lui-même, il va se réparer. Il y a un processus de réparation qui va se mettre en place. Au niveau du deuil, on est sur une blessure psychique. Et donc, il va y avoir aussi là un processus de réparation, on va dire, en mode automatique du deuil, sur lequel on n'a pas la main, pour le Alors, coup. oui et non. Évidemment, on passe au travers de tout un cycle, au travers de différentes étapes hein, euh, voilà, qui sont décrites dans beaucoup de littérature. Sur, voilà, on retrouve beaucoup de littérature hein, sur le deuil, ça c'est certain. Euh, Bien évidemment, on est embarqué dans ce processus-là, bien malgré Mmh. nous, et il faut les traverser. Je dirais que notre responsabilité, si tant est qu'on en ait une, puisque parfois, voilà, on subit hein, des situations qu'on n'a évidemment pas choisies, c'est Mmh. celle peut-être de prendre conscience de la situation à traverser et peut-être de se faire aider. Mais pour ça, voilà, il n'y a pas de bon rythme, de mauvais rythme, c'est le moment, c'est pas le moment. Nous, on va pas aborder le deuil de cette manière-là en disant, bah, au bout de tant de temps, c'est Ah pathologique, non. il faut Mmh. pas du tout. On peut rester bloqué dans une étape de deuil, 6 mois, comme 6 ans, comme 10 ans, comme 20 ans, comme 30 Mmh. ans. Pour le cerveau, le temps linéaire n'existe pas. Donc, voilà, s'il est bloqué sur une vibration, sur une fréquence, euh, bah, il peut rester là longtemps. Mais voilà, on se fera accompagner par un kinésiologue, pourquoi pas, sur le sujet. Et on pourra libérer si évidemment l'inconscient est prêt à lâcher les mécanismes de défense qui sont là, si on est prêt à activer nos ressources pour justement passer le cap, monter la marche. Mmh. Mais c'est un processus de vie. Hein. Non, Le mais deuil, ça fait partie aussi de la définition quelque part. Le deuil, c'est un processus de vie. Il ne peut pas y avoir de vie si la mort n'est pas au préalable. Il ne peut pas y avoir de jour s'il n'y a pas de nuit, il ne peut pas y avoir de chaud s'il n'y a pas de froid, etc. Il ne peut pas y avoir de naissance s'il n'y a pas tout un processus euh,
de deuil de l'état avant parents, quoi. Ce sont les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, hein. Le yin et le yang, où tout existe parce que le contraire existe. Donc, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. Et c'est ce pentagramme des 5 éléments qui vous explique que tout est cyclique et que ça fonctionne parce que tout est en mouvement. Et que si on s'arrête, bah là, c'est la mort. En tout cas, C'est un processus de vie. C'est un tout processus à de fait. vie, complètement. En tout cas, C'est dans ta, difficile de l'aborder cette manière-là en étant occidental, hein. C'est compliqué, hein. ah, c'est vrai que si on était à fêter la mort, les choses seraient différentes et peut-être qu'en conclusion, on vivrait le changement de manière peut-être très, très différente. Je ne sais pas comment le changement est interprété par ces cultures qui ont tendance à fêter la mort par rapport à d'autres, mais effectivement, je vois bien le parallèle entre faire ce processus de deuil et accepter de passer d'une étape à l'autre, quoi. Dans ce que j'entends de ce que tu dis, il y a donc vraiment ces deux choses dans le deuil. Il y a à la fois ce processus psychique inconscient qui se met en route de cicatrisation et à la fois la manière dont on peut l'accompagner avec ce travail de deuil de la même manière qu'on appellerait une infirmière pour qu'on nous recouse la main ou pour qu'on nous désinfecte pour que notre corps puisse se réparer. Il y a la même chose à faire, quel que soit le thérapeute qu'on choisit, quand on est en phase de transition, finalement, en phase de deuil. Mais comment on peut faire cette démarche d'aller se faire aider, de prendre conscience que là, on a besoin d'être accompagné dans notre travail de deuil, si on n'a pas conscience qu'il s'agit d'un deuil? Parce que comme en Occident, en Europe notamment, le deuil est connoté décès d'une personne chère, il y a beaucoup de mes clientes notamment qui ne sont pas conscientes qu'elles sont dans un processus de deuil et qu'elles vont avoir besoin d'aide pour passer le cap parce qu'elles vont dire bah, tu me parles de deuil, mais moi j'ai perdu personne, mes parents sont là, mon chien est là. Alors comment on peut le repérer? Souvent, on peut le repérer parce que voilà, dans la vie, quelque chose ne fonctionne pas, parce que justement, l'énergie de vie est bloquée. Alors, je prends un exemple, peut-être voilà, une IVG ou une fausse couche dont le deuil n'a pas été fait peut se traduire après par une difficulté, par exemple, à avoir un enfant. Donc là, on voit bien que la vie ne circule pas, que c'est bloqué. Il se passe quelque chose. Donc en général, là, c'est un repère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vie ne circule pas? Ça peut être aussi, j'ai pas fait le deuil d'un emploi auquel je tenais beaucoup, dans lequel j'avais beaucoup d'amis, le premier emploi où j'ai pu me réaliser en tant qu'adulte, etc. Pouf, la société ferme, met la clé sous la porte, ou je me fais licencier, ou peu importe en fait la raison, ben, je vais peut-être avoir du mal après à m'engager dans un nouveau travail, avec une nouvelle entreprise, avec une nouvelle équipe, auprès d'un nouveau patron. Là, c'est pareil. C'est comme si ça ne circule plus. Un empêchement. Un empêchement. Un empêchement d'aller de l'avant. Une relation amoureuse, même chose. Si je ne fais pas le deuil d'un amour, je vais avoir du mal à m'impliquer à nouveau dans une relation. Donc, à chaque fois qu'on sent que une situation est grippée, elle est figée et qu'elle ne se déroule pas de la manière dont elle devrait tout naturellement se dérouler, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a une vibration à l'intérieur de nous qui est active et la kinésiologie peut justement aider à repérer cette vibration-là, à aller identifier ce qu'elle raconte, quand est-ce qu'elle s'est mise en place, quel est le processus, nous on appelle ça le schéma neurologique inconscient bloquant qui est installé, de manière à ce qu'une fois voilà, qu'on a évidemment identifié tout ça, à l'aide de nos outils en kinésiologie, on a voilà, des centaines d'équilibrations, hein, à l'aide de nos outils, on puisse désamorcer, déverrouiller, que ce soit dans la structure, au niveau émotionnel, psychique, énergétique, ce qui a pu être engrammé pour laisser la place à un schéma neurologique positif et cette fois conscient, bien sûr.
Parce que Mais l'avantage, alors, c'est qu'on peut y installer ce qu'on veut. mais en remontant, rien que, sans même passer la kinésiologie, rien que pour le plaisir de la discussion, le premier deuil qu'on a eu à faire, c'est celui qui s'est vécu au moment de la naissance même. C'est-à-dire que déjà, Oui, changer complètement. d'état à l'accouchement et passer à la respiration avec l'air, de plus être dans la bulle, etc., on a déjà là une empreinte. C'est un des premiers deuils, effectivement. Ouais. On va passer du monde du 1 au monde du 2. Et puis, selon les cultures, on peut imaginer un deuil qui est encore avant cela, qui est l'incarnation. Alors après, voilà, on adhère ou pas, Donc, mais c'est voilà, l'empreinte de l'âme. exactement. On pourrait considérer que c'est le premier. Ensuite, effectivement, la naissance. Ensuite, tous les c'est comme une sorte de sevrage aussi, un deuil. Le sevrage en fait partie. C'est aussi un deuil. Le passage vers l'autonomie est un deuil. Je suis obligée de faire le deuil de la dépendance pour passer à l'autonomie. Je suis obligée de faire le deuil de l'enfance pour passer à l'adolescence, faire le deuil de l'adolescence pour passer à l'âge adulte. En fait, tout ça est un processus de vie et surtout un processus d'autonomie. Et l'autonomie, de fait, même quand on regarde le processus que théoriquement, on sait que pour accéder à l'autonomie, on a 4 étapes, comme tu disais, en termes de mots-clés, avec la dépendance, avec la contre-dépendance, avec l'indépendance, l'interdépendance, etc. Et entre chacune de ces étapes, il y a un deuil clé. Le premier pour faire le deuil du connu, et pour avoir la force de s'affirmer, la ressource de dire non, de s'affirmer. Le deuxième qui va être d'arrêter de jeter la faute sur l'autre et sur l'environnement pour pouvoir retrouver comment on va dire, pour pouvoir gagner en responsabilité. Oui. Puis ensuite, gagner en confiance en soi pour agir, quoi. Donc le deuil de la réflexion, l'intellectualisation, il ne s'agit plus de réfléchir sur le sujet, mais il faut se lancer, quoi. Oui, et puis accepter aussi que la vie, c'est l'impermanence. Et c'est extrêmement compliqué pour nous, occidentaux, d'accepter ce concept-là. La vie, c'est l'impermanence. Donc aujourd'hui, et l'impermanence à tous les niveaux, c'est compliqué pour nous d'accepter de vivre nos émotions, d'avoir des périodes dans l'année ou des moments de vie où on est plus ou moins comme ci, plus ou moins comme ça, mais ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, voilà, on va accepter de traverser la vie, mais d'une manière assez linéaire, assez neutre, et on va avoir du mal à accepter cette impermanence-là. Et pourtant, c'est ça, c'est l'impermanence, c'est l'inconnu. Quand tu parles d'impermanence et de linéaire, ça me fait rire parce que je lis le cycle menstruel et la manière dont la société a voulu le lisser pour qu'on soit toujours pareil, dans le même état d'esprit, etc. Et à quel point il a voulu nier le fait qu'il y avait des moments où on avait besoin d'être plus en retrait, des moments où on avait besoin d'être plus... Par exemple, la ménopause, voilà, dans nos sociétés aujourd'hui, on va donner des compléments alimentaires ou autres, voilà, médicamenteux, pour permettre, voilà, pour laisser le corps dans le même état ou en tout cas gérer de la même manière. Alors qu'en Amérique du Sud, par exemple, c'est une vraie fête. D'être ménopausée, c'est une nouvelle étape de vie. En fait, la nouvelle femme qui émerge. Donc, c'est vraiment une histoire de perception, véritablement. Et il faut accepter cette impermanence-là qu'est la vie. Et plus on accepte cette impermanence-là, moins on est en résistance et moins les difficultés persistent. Mais si on est en résistance, les choses persistent. Et c'est une phrase que je dis très souvent aux élèves, tout ce qui résiste persiste. Donc, Après, le contraire de résistance, c'est pas forcément de se soumettre, hein. Non, non, non. Ça On, veut pas on est dire d'accord. on est assis dans son fauteuil et on attend que ça se passe. Voilà. Pas du tout. On est véritablement acteur, mais je suis acteur dans ma vie comment? Est-ce que je suis acteur en résistance
ou est-ce que je suis acteur d'une manière attentive, positive, et je vois ce qui se passe pour saisir les opportunités qui se présentent. Et ça fait partie du deuil, par exemple. Une famille qui ne peut pas avoir d'enfants, et il m'arrive d'en recevoir en consultation. Bon, on peut aller voir sur le plan psycho-émotionnel, énergétique, etc., où est le blocage, mais il va falloir aussi qu'ils fassent le deuil. Si ça ne fonctionne pas, faire le deuil de l'enfant tel qu'ils auraient aimé l'avoir. Et souvent, ils me disent, il va falloir qu'on fasse le deuil de l'enfant ou le deuil de la famille. Je dis, c'est pas la même chose. C'est une manière de voir les choses. Mais peut-être, si vous vous mettez, vous prenez un petit peu de hauteur sur tout ça et que le sujet va plutôt être faire le deuil de la famille comme j'aurais aimé l'avoir, ou l'enfant comme j'aurais aimé l'avoir, c'est-à-dire biologique, classiquement, etc., ça ouvre une sacrée porte. Ça veut dire, on n'est pas en train de renforcer l'inconscient dans son schéma bloqué, qui est pas d'enfant. Non, c'est juste peut-être pas d'enfant comme j'aurais aimé l'avoir, ou vivre, rencontrer parfois les gens, s'ils ont du mal à rencontrer, je dirais, la personne aimée, peut-être qu'il y a le deuil à faire du prince charmant ou de la princesse charmante, on ne dit jamais ça, hein, princesse charmante, comme on aurait aimé le vivre, la rencontrer, etc. C'est dommage de rester figé sur une attente à laquelle peut-être la vie ne pourra pas répondre. Et plus on est précis sur cette attente et sur ce deuil à faire en étant pointu, plus on laisse le champ ouvert à toutes les options de l'univers, à toute la créativité de l'univers pour créer votre réalité justement, même si elle est différente, quoi. Oui, on permet, on offre en fait aux consultants cet espace de confidence et d'intimité et de bienveillance dans lequel il va pouvoir ouvrir son cœur et laisser et activer lui-même son processus de guérison pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, et puis ensuite lui permettre d'ouvrir des portes pour que la vie puisse à nouveau circuler. Certes, ce ne sera peut-être pas comme il a été pensé au plan comme il a été pensé au départ, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de renoncer. Parce que de toute façon, il y a 3 choses à laquelle il faut impérativement renoncer. C'est véritablement la mort, le passé et les autres. On ne peut rien contre ça. Ouais. Absolument rien. Donc, autant aider la personne à activer, quand on dit activer ses ressources, c'est aussi lui permettre d'activer les leviers sur lesquels elle a la capacité d'agir. Mais rester figé sur « je veux absolument que ce qui s'est passé ne se soit pas passé » ou que cette personne-là fonctionne de cette façon-là, ou etc. Non, c'est une manière inconsciente de pas aller dans ce changement-là, mais elle le fait évidemment pas de manière volontaire. C'est la CI. Voilà, elle le fait pas d'une manière volontaire. Et puis peut-être que pour le moment c'est pas encore mûr pour elle, peut-être que c'est pas prêt, peut-être qu'il y a d'autres choses à libérer, d'autres ressources à activer pour qu'elle puisse s'autoriser à. C'est complexe, c'est vraiment complexe, parce que c'est vraiment comme une pelote de laine où ce serait, comment dirais-je, emmêlé tout un tas d'anciennes pelotes. Donc, voilà, c'est compliqué. Il peut y avoir beaucoup de choses imbriquées les unes avec les autres. Et en même temps, des marquages du deuil, il y en a à tous les étages et sur tous les sujets, en fait. Qu'on les nomme comme ça ou pas, je vois, j'ai pas mal travaillé sur les blessures émotionnelles, les blessures d'enfance, sur cette question de la dépendance, de la manière dont on a coupé le cordon, quitté un conjoint, ses parents, les autres, etc. Tout est imbriqué dans ces plots, quoi. C'est un travail qui se termine jamais. C'est-à-dire que même si on
on fait une multitude de deuils, en fait. Tout au long de notre vie, l'idée, ce serait d'apprendre à reconnaître le processus de deuil en marche pour pouvoir l'accompagner au mieux avec les ressources qu'on aura contactées afin de pouvoir passer les différents caps au fur et à mesure de notre vie qui vont forcément… Ben, le deuil marche avec la vie, donc la vie est un perpétuel de perpétuel deuil qui se succède. Ben ouais. Souvent, ce qu'on dit aux élèves pendant ce stage, c'est que faire son deuil, voilà, on peut encore donner une autre définition, c'est remettre de la vie là où il n'y en a plus. Donc, dès qu'on repère à l'intérieur de soi que quelque chose est figé, que les choses ne circulent pas, il va falloir remettre de la vie, il va falloir faire bouger l'énergie. Et voilà, on a évidemment des protocoles pour aider. Alors déjà, le test musculaire va nous permettre d'identifier là à quel endroit la personne est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué pour elle de passer à l'étape suivante? Alors, nous, on ne va pas visiter ces étapes-là d'une manière chronologique, parfaitement linéaire, parce que voilà, on peut faire des allées et venues dans ce chemin. C'est le principe en kinésio. Voilà, c'est complexe. On ne peut pas dire, bon, allez, ça y est, c'est fini, on n'y revient plus, plus jamais je ne serai triste. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, il y a des degrés et des moments où la tristesse, voilà, peut être bloquante et puis d'autres pas. Elle peut davantage s'apparenter à la nostalgie. Voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. En fait, on n'a pas une émotion qui pourrait être révélatrice d'un deuil en cours. C'est-à-dire que on parle de tristesse parce que c'est ce qu'il y a de plus communément associé au deuil en cas de perte d'être cher, mais il y a aussi la nostalgie, il y a aussi la peur, la peur qui paralyse, qui empêche d'aller de l'avant. Il y a aussi la colère. Voilà, évidemment, il y a des grandes têtes de chapitre, mais il y a une infinie tonalité. C'est comme un panel de couleurs. Et c'est en kinésiologie, on est extrêmement précis d'ailleurs avec ces émotions. On a deux baromètres, un qui s'appelle la roue des émotions et un autre le baromètre du comportement, où on voit toute cette finesse d'émotion, et le test va nous amener là où, avec précision là où la personne en est. Même si elle n'a pas forcément les mots dessus. C'est-à-dire qu'elle peut présenter en disant « Ah, je suis en colère », etc. Et le test peut nous emmener en fait vers une profonde tristesse, vers une profonde nostalgie, vers tout à fait autre chose qui n'a pas été mis en conscience. Alors, est-ce que la mise en conscience de l'existence du deuil en cours ou de cette émotion qui nous traverse, elle est suffisante pour redonner l'élan et passer à autre chose? Ou est-ce que souvent, régulièrement, il y a un petit geste, une petite action à associer, une mise en mouvement pour permettre… Il y a tout ça à la fois. Déjà, tout dépend de ce qu'on entend par prise de conscience. Si on entend par prise de conscience compréhension intellectuelle, je pense que non, ça ne suffira pas. En revanche, si derrière prise de conscience, on entend je le sais avec mon cœur, il y a quelque chose à l'intérieur de mon cœur qui a capté l'information, déjà c'est un très très grand pas. Ensuite, après le travail, bien souvent on accompagne les clients à faire ce qu'on appelle des actes symboliques. Puisque le principe c'est remettre de la vie là où il n'y en a plus, eh bien comment vous pourriez remettre de la vie sur cette situation? Admettons un déménagement, j'ai vécu 15 ans dans la maison d'enfance, etc. Ou alors j'allais en vacances dans la maison des grands-parents, enfin la maison familiale, les grands-parents disparaissent, la maison est vendue, etc. Bon, peut-être que faire le deuil de ces moments heureux pourra être
en tout cas de revenir voir cette maison, sans forcément y entrer, mais tout simplement voir qu'une autre famille y vit, qu'il y a à nouveau de la vie dans cette maison, et ok, pour que l'inconscient prenne l'information, que non, c'est fini, il y a autre chose qui s'est installé maintenant à la place. Etc., etc. Ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous perdez votre grand-mère et que quand vous pensez à elle, vous voyez tous les rosiers de son jardin, ça peut être en conscience, c'est-à-dire avec mon cœur, je vais aller choisir un rosier dans une jardinerie et peut-être le planter dans mon jardin ou dans ma jardinière. Pour remettre cette énergie de vie-là, ce qui me fait penser à elle, cette vibration-là, et l'avoir avec moi. Ça peut être si j'ai été déracinée et que j'ai été exilée, ça peut être je vais m'organiser pour récupérer de la terre, de ce pays, de cet endroit, et que je vais mettre dans un pot, peut-être pourquoi pas faire pousser quelque chose dedans, etc. Après, tous les actes symboliques sont possibles, l'idée étant de remettre de la vie là où il n'y en a plus. Et ça aide, parce qu'il y a une chose en tout cas qui ne s'arrête jamais, c'est l'amour. La vie est cyclique et l'amour aussi. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un parce qu'il n'est plus là. Non, mais là, tu parles de deuil où on te rejoint tous, puisque c'est la définition universelle de deuil. Mais quand tu parles de deuil des attentes, par exemple, quand tu parles de deuil, on peut avoir des attentes vis-à-vis d'un conjoint, vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis d'un job, vis-à-vis d'une mission, vis-à-vis d'un projet, etc. Et là aussi, on sent qu'il faut aller de l'avant et remettre de la vie là où il y en a plus. Je vois, par exemple, autour de moi, je peux avoir des clientes qui ont la quarantaine passée, qui sont en couple depuis 20 ans, et en fait, il y a plus de vie dans leur couple, il y a plus d'étincelles, c'est figé. C'est figé, c'est de la colocation autour des enfants, etc. On sent qu'il y a un deuil à faire pour pouvoir donner vie à quelque chose de nouveau. Je ne parle pas forcément de séparation, hein. Je parle de comment faire pour remettre du neuf. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit de... Est-ce qu'il ne s'agit pas en fait de retrouver le sens, tu vois? Alors pour le coup, là, tu as pris un exemple complexe parce qu'autour de cet exemple, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a l'énergie de la femme, il y a l'énergie de l'homme. Voilà, est-ce que je m'autorise à être une femme? Est-ce que je m'autorise à être un homme? Et pour cela, est-ce que j'ai bien fait le deuil de ma vie de fille? Il y a aussi évidemment la famille, il y a aussi les enfants, il y a ma position dans la famille, qui peut faire référence aussi à quelle était ma position dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Enfin, là, pour le coup, il y a tout un tas de thématiques qui rentrent en ligne de compte et qu'il faudra peut-être aller visiter les unes derrière les autres, de manière à ce que le curseur bouge. Mais là, il y a beaucoup de thématiques. C'est-à-dire qu'il faut aller affiner, quoi. Exactement. Quelle va être la porte d'entrée? Autre exemple, peut-être plus facile, admettons, je n'ai pas pu me réaliser dans mon job, à chaque fois les super jobs me passaient sous le nez, etc. Qu'est-ce que l'inconscient a enregistré par rapport au travail? Bien souvent, il y a une expérience passée qui s'est ou peut-être mal vécue, etc. Et par rapport à laquelle l'inconscient a enregistré une information. Et donc, si cette information, elle est toujours active à l'intérieur de nous, eh ben, on va toujours revivre de manière sempiternelle la même chose. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller décoder qu'est-ce que le cerveau a enregistré. À quel moment? À quel moment? Donc, il faudra peut-être aller déprogrammer, désengrammer l'enregistrement qui a été fait et ensuite de passer à l'étape, allez, je me remets en selle et là, je pose des actes pour que
mon inconscient enregistre une nouvelle information. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la meilleure manière d'enregistrer les changements, c'est de poser des actes. Et de les répéter, parce que… Exactement, et de les répéter. Ouais. Il n'y a pas d'autre… comment dire, il n'y a pas meilleure manière de faire que de passer par l'action et de poser les actes en conscience. Elle est OK. Passer par le corps, en fait, hein. C'est une boucle. Exactement, exactement. Tu vas chercher l'information dans le corps et tu opères le changement par le corps aussi. Et aussi faire les choses en conscience, c'est-à-dire avec le cœur. Plus je vais mettre de conscience, plus je vais mettre de cœur à ce que je fais, et plus j'ai de la chance de mettre de la paix à l'intérieur de moi et autour de moi, et plus les choses pourront bouger facilement. Ça, c'est possible à partir du moment où tu as identifié dans quel sens tu vas. C'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi ton objectif de vie, etc. C'est difficile de mettre du cœur et de remettre dans la vie quand on comprend pas où on va, etc. Donc, il y a vraiment cette histoire de se reconnecter à ce que tu dis, à son cœur, mais à son élan de vie, quoi. À son cœur, et puis peut-être, c'est le moment où il est important d'avoir la foi. C'est dans les moments où tout semble noir. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Pour moi, c'est pas tellement probant. Mais c'est à ce moment-là qu'on est davantage sollicité et que c'est plus coûteux. Alors, derrière foi, je n'ai pas forcément religion, hein, peu importe, chacun. Tu mets la confiance. Voilà, on peut y mettre ce qu'on veut, la vie, l'univers, l'ange gardien, Dieu s'il veut, la lumière, peu importe. Mais c'est à ce moment-là que c'est crucial. Et c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile. Alors, c'est paradoxal parce que c'est et là que c'est le plus difficile et là que c'est le plus crucial. Mais le kinésiologue peut accompagner à ça. Dire non, c'est le moment où il ne faut pas lâcher la rampe. Et en même temps, cette prise de conscience de ce que tu dis là, les personnes qui nous écoutent peuvent déjà se dire, bah là, tout va bien. En fait, tiens, est-ce que j'aurais pas justement à cultiver ma foi? Est-ce que j'aurais pas justement, dans ces périodes où tout va bien, où c'est facile, est-ce que je devrais pas prendre le temps de cultiver cette foi, de voir plus grand que moi, de voir le sens de ma vie avec confiance, etc. Pour que dans les moments où, et forcément il y en aura, parce que comme tu le disais, c'est cyclique, et qu'après la nuit vient le jour et après le jour vient la nuit, pour que on puisse contacter cette ressource-là quand on n'est pas au fond du trou, quoi. Ouais, alors on peut s'aider, hein, c'est parfaitement juste, on peut s'aider de petites choses. Après, chacun va trouver sa marotte et ce qui lui convient. Mais moi, il y a une expression que j'aime bien et qui m'aide, hein, parce que évidemment, je ne suis pas dispensée de vivre. Ah bah, t'es un être humain. Voilà, pas sympa. Ouais. C'est derrière le pépin, il y a une pépite. Et que, voilà, souvent je me dis, bon, si les choses se passent de cette manière-là, j'ai deux options, où je vais rentrer en résistance et ça va être compliqué, parce que ça va persister, parce que je ne vais pas vivre ça bien, et que du coup, sans le faire volontairement, je verrouille la situation énergétiquement, je bloque tout. Et du coup, la vie qui pousse à la porte, elle a du mal à se manifester. Voilà, première option. Et là, ça peut durer, effectivement. Ou deuxième option, voilà, j'accueille ce qui se présente, qui n'est pas forcément raccord avec ce que j'avais envie de vivre, la manière dont j'avais envie d'aborder les choses, etc. Et voilà, je me dis, OK, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est douloureux, c'est triste, j'ai le droit d'être en colère par rapport à tout ça, etc. Mais en même temps, voilà, j'ai confiance, je sais que derrière, la vie pousse et qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui est en mouvement. Ça ne veut pas dire, une fois encore, être fataliste ou attentiste, hein, pas du tout. Hein. Ça veut juste dire, je suis acteur, mais sans résistance.
J'ai toujours le choix de la posture à adopter, en fait. Exactement. Mais on a le droit aussi d'être figé et d'être verrouillé 48 heures Oui, avant, donnons-nous le avant temps. avant de s'autoriser. Mm. C'est normal, hein, on a le droit de vivre ça, mais voilà, on est pleinement, finalement, libre de la manière dont on va. C'est ce que je dis régulièrement à mes clientes et comme ça que je le vis. J'annonce en disant, bon, attendez, je vais chougner pendant 3-4 heures. Donc, vous me laissez chougner et râler tout ce que je veux. Et puis, dans 3-4 heures, je vous promets, je passe à autre chose et je reprends le dessus. Mais là, pendant 3-4 heures, vous me laissez Et on a le droit plonger. Mais oui. de se dire à soi-même, bon, ben, de combien de temps tu as besoin pour être en colère, de combien de temps tu as besoin pour vivre ta tristesse. Et c'est OK. Et déjà, donc, ça commence par ne pas juger ça. Et parce qu'on a le droit. Et plus on va accepter de vivre les émotions quand elles se présentent, et plus l'énergie va circuler, et plus on va pouvoir passer à autre chose. Mais ce n'est pas évident. Parfois, les émotions sont figées dans le corps, ce qui nous vaut quelques bobos. Ouais, bah, elle nous intoxique. Hein. À partir du moment où on ne les sort pas au fur et à pas mesure. très agréable. Ouais. Voilà, il n'y a pas que des blocages psychiques ou émotionnels, mais aussi on peut être amené à vivre une difficulté dans le corps. Et voilà, en santé par le toucher notamment, on va visiter tout ce qui peut être verrouillé au niveau Organique. Ouais. Exactement. Tu connais l'image de la calèche de Michel Odoul? Tu sais qu'il représente l'être humain comme une calèche sur le chemin de la vie, où il t'explique que la calèche, donc comme le carrosse de Cendrillon, c'est le corps. À l'intérieur de la calèche, tu as le passager qui est l'être intérieur, ton âme, enfin tu peux le nommer comme tu veux, mais en tout cas c'est celui qui a conscience du sens, qui a conscience de ses ressources, etc. Mais le terme conscience est erroné, hein. On est d'accord que c'est celui qui sait, d'accord? Mais celui qui tient les rênes en apparence, qui donne la direction de la calèche, c'est le cocher. Et lui, c'est notre conscient au sens de mental, c'est-à-dire que c'est la somme de nos expériences et de nos croyances. Et il va guider les deux chevaux, alors chez lui, c'est yin et yang, puisque ce sont les émotions, pour aller dans une direction. Et quand il se trompe de chemin parce qu'il a oublié de vérifier la direction avec le passager ou qu'il a pris des initiatives dues à ses expériences et ses croyances et qu'il se retrouve dans des routes où les chevaux se sont cabrés, ont refusé d'avancer. Donc là, on entend la colère, on entend les larmes, etc. Il y a des trous, des bosses, etc. Qu'est-ce qui se passe? La calèche s'abîme. Et c'est là où on a l'information qui n'est même plus au niveau cellulaire, mais qui est au niveau visible. C'est là où on a le symptôme, où on a la maladie, où on a l'accident, etc. Donc on voit dans cette image à quel point tout est imbriqué et que tout peut s'expliquer. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on n'apprenne pas à l'école à nos enfants à autorisez-vous à libérer vos émotions. C'est ce que tu dis très bien en disant allez, on est dans l'accueil, on va jusqu'au bout. Ben oui, mais attends, c'est interdit. Hein. On est d'accord que si c'est de la colère, socialement, c'est pas acceptable. Que si tu veux chougner, tu es une femmelette et tu vas chougner dans ta chambre. Enfin, on a toute une éducation aux émotions à refaire pour pouvoir être en… Alors, de plus en plus, moi, j'ai beaucoup d'institutrices ou d'instituteurs en cabinet et qui s'ouvrent de plus en plus à ça. Donc, je leur conseille des lectures parce qu'en kinésiologie, on a tout ce qui tourne autour du brain gym ou édu-kinésiologie, peu importe le nom, où voilà, on va accompagner les enfants à un meilleur apprentissage et un meilleur positionnement dans le groupe et une meilleure concentration, attention, etc., avec des mouvements. Mais aussi, voilà, je les guide au travers de petits exercices, de petits outils, de petits conseils pour permettre aux enfants de vivre leurs émotions. Ça peut être, par exemple, dans un coin de la classe, on va faire un coin pour la colère, avec des frites de piscine, des coussins, petits punching balls, etc. Et puis un autre coin de tristesse, et que, voilà, on est autorisé à aller vivre cette émotion-là au moment où elle est là, en sécurité, et pour l'enfant qui traverse ça,
mais aussi pour les autres. Ça évite des règlements de compte dans la cour de récréation. Mm. Voilà. Bah oui, parce que quand on ne sait pas gérer ses émotions, on les vomit sur les autres, hein. Donc c'est Voilà. forcément les autres qui prennent, hein. Et on peut le faire à la maison, hein, même à des adultes. Hein, je conseille ça souvent. Hein. Voilà, il y a Mm. un moment de colère, prenez une frite de piscine, un coussin et faites circuler cette colère dans le corps, parce que la colère, c'est une énergie qui est très yang, donc elle doit circuler par le corps. Et bien, ok, allez-y, on prend une frite de piscine, un coussin et on y va. Et on est autorisé à laisser circuler ça, sinon elle reste à l'intérieur, bien évidemment. Et elle nous intoxique. Exactement. Mm. Donc, c'est vrai que la kinésio est un joli outil pour ça. La posture et la qualité du praticien est indispensable parce que déjà, comme tu le dis, la société nous a tellement conditionnés à ne pas vivre nos émotions, à les juger, etc. Être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., on va encore moins s'autoriser à ça. Donc, quand le praticien a une jolie posture, est bienveillant et offre l'espace nécessaire pour que la personne ouvre son cœur et se laisse aller. En se sentant en sécurité. Exactement, c'est tout gagné. Hein. Mm. C'est Mais ça vraiment s'apprend, gagné. hein. Ça s'apprend et chez Corevi, on est très, très, je dirais, Vigilant. vigilant à ça. Et puis surtout, on guide vraiment nos élèves dans ce sens-là. Nous, on ne veut pas en faire des kinésiologues uniquement techniciens, mais vraiment des accompagnants. On ne peut pas mettre de côté l'accompagnement. Ce n'est pas possible. La technique sans accompagnement ne vaut pas grand-chose et l'accompagnement sans technique, c'est un peu faible aussi. Donc, autant mettre, je dirais, en synergie cette manière de faire d'une manière assez complète, quoi, finalement. Et c'est ça qui fait qu'on va se distinguer. Nous, on pousse chacun de nos élèves à développer sa sensibilité pour qu'ils puissent accueillir au mieux les clients qui viennent le voir. Voilà, c'est vraiment ce qui est important pour nous à l'école. Et on se rend compte que ça fonctionne bien parce que nos élèves, même avant d'être certifiés, quand ils s'entraînent, voilà, ils font déjà leur première séance, ils ont déjà le joli résultat, de bons retours, les gens sont contents, donc c'est chouette. Ça veut dire que voilà, on a raison de miser sur la dynamique de l'accompagnement. Sans négliger la technique, bien sûr, mais c'est un vrai plus. Et je crois que la société a besoin de ça. On arrive à la fin de notre entretien, Delphine. Pour synthétiser ta pensée, je te propose un petit exercice genre top 3. Est-ce que tu peux me donner les 3 choses, les 3 infos que toute personne devrait avoir en tête face à un changement subi ou choisi? C'est quoi ton top 3 là-dessus? Alors, je dirais acceptation du changement. Souplesse et acceptation, souplesse et accueil du nouveau. D'accord. Alors moi, je rajouterais si je faisais l'exercice, mais j'ai triché parce que moi, j'ai préparé. C'est moi qui t'interviewe. Moi, je rajouterais qu'on a toujours le choix de la posture à adopter. Cette prise de conscience, elle est vraiment indispensable. De l'importance de garder le cap, le sens qu'on veut donner à sa vie. Et oui, mais parfois, puis, ça change le sens. oui, mais à partir du moment où le cap est qu'on a une direction, qu'importe le chemin qu'on va choisir pour aller au même point, tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre à droite, à gauche, tu as un chemin plus long que l'autre, mais à partir du moment où tu as bien conscience de ta destination, de là où tu veux aller, il n'y a pas de raison que tu t'y perdes, quoi. C'est vrai. Et la troisième chose, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, de l'importance d'user sa charge émotionnelle, de prendre soin de ses émotions. Alors, je te redonne un... On Vas-y. dit aux élèves,
apprenez comme votre poubelle de cuisine, hein, à vider votre poubelle émotionnelle. C'est important de le faire. Alors moi, j'irais même plus loin si tu veux sur cette ta poubelle depuis 3 mois. et j'irais même plus loin sur cette métaphore parce que c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Mais si tu as sorti ta poubelle de cuisine et que tu l'as laissée devant la porte, mais que tu n'as pas fait passer les éboueurs, tu as une accumulation de sacs poubelles que tu veux. Non, mais parce qu'on trouve beaucoup ça chez les thérapeutes et chez les accompagnants. Moi, j'accompagne énormément de praticiens de santé à créer leur activité, à ajuster leur activité à ce qu'ils sont. Et ils me disent, mais moi, je suis embêtée, j'ai fait vachement de développement personnel, pourtant là, j'arrive pas. Et en fait, pour rejoindre ton image, il y a une accumulation de sacs poubelles bien fermés qui sont effectivement sortis de la cuisine, mais qui sont restés devant la porte. Et que si on ne fait pas passer le camion poubelle, bah là encore, je veux dire, c'est-à-dire que c'est de la même manière qu'on a parlé d'une multitude d'actes, de deuil à faire, il y a une multitude d'actes à poser et c'est une question de petits pas. Donc, il faut à la fois prendre le rythme, mais… Le praticien, le thérapeute, l'accompagnant, peu importe le terme qu'on lui donne, mais il a aussi ses verrous inconscients et il a besoin d'être aidé pour aller lever ses verrous. D'où l'obligation pour nous, voilà, c'est vraiment pour les élèves, c'est une obligation le travail sur soi. Ça n'est pas. Et la supervision une fois que vous êtes installé. Oui, alors la supervision, on l'a fait en cours de formation et une fois installé, c'est ouvert. On a plusieurs journées agendées dans l'année, bien sûr. Et c'est une obligation, hein, c'est vraiment pas une option. Parce qu'on ne peut pas soi-même aller visiter ce qui s'est engrammé dans l'inconscient. Alors, on peut repérer peut-être plus facilement qu'il se passe quelque chose, mais bien sûr qu'il va falloir faire le travail. Il va falloir faire le travail, ça c'est obligatoire. Et plus on va faire le travail, plus on va, je dirais, augmenter notre boîte à outils et plus on va pouvoir accueillir de différents clients avec différentes problématiques. C'est de toute façon voilà, quelque chose qui s'auto-alimente. Hein. Alors, quelles sont les 3 lignes directrices, les 3 fondamentaux que tu vas transmettre à tes étudiants en kinésiologie? Alors, je dirais écoute active. De soi et des autres. Voilà. Bienveillance, ça a l'air un peu lambda, mais vraiment au sens noble du terme. Hein. C'est-à-dire être dans le non-jugement, dans la douceur, dans l'accueil, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, ne pas se dérober, ni face à ce que la vie nous présente, ni à côté de quelqu'un qu'on accompagne et qui traverse quelque chose de compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y a un top 3 que tu voudrais ajouter? Voilà, être accompagnant, ça nécessite, à mon sens, une écologie personnelle importante. C'est-à-dire d'être présent, ancré, etc. Vraiment présent. Il ne s'agit pas de faire son travail en pensant à sa liste de courses. Hein. Donc vraiment d'être présent. Quoi qu'elle peut ressortir en kinésio. Si tu penses à ta liste de courses au moment où tu bosses. Si je vous dis pomme, ça vous parle, pomme? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Oui, présent et puis voilà, savoir être dans son cœur aussi. Parce que si voilà, vous accompagnez l'autre avec votre tête, il va évidemment recevoir l'information avec sa tête. Et donc, le processus de guérison va quand même avoir du mal à s'activer parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Le processus de guérison, c'est nulle part ailleurs. Est-ce qu'on parle de guérison? Oui, on a le droit de parler de guérison. On ne peut pas parler de soins, on ne soigne pas, mais parce que c'est réservé au corps médical,
mais on peut parler de guérison et de processus de guérison. On est tout à fait autorisé à parler de ça. Et pour moi, le processus de guérison, ça transite par le cœur. C'est là que ça se passe. C'est nulle part ailleurs. Donc, voilà, être dans son cœur quand on accompagne, voilà, ne pas perdre de vue ça. Donc, ça fait top 2. J'en rajoute que 2. Ouais, c'est chouette. Il est beau, ce top 2. Je te remercie, Delphine, pour cet échange et je me réjouis de te rencontrer bientôt en chair et en os. À vous qui nous écoutez, je vous dis à très bientôt et je me tiens à votre disposition. Offrez-vous un élan pour vos projets, quel que soit votre objectif, santé, formation, féminité, artisan du bien-être. Avec Amaorire, vous pouvez créer votre réalité. Et avec Corévie Rhône-Alpes, vous pouvez apprendre la kinésiologie. Au revoir, à bientôt. Merci Guillemette.